Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct de la salle des conférences du Sénat pour la séance des questions d'actualité au gouvernement que vous allez pouvoir suivre en direct sur notre antenne dans 15 minutes. Mais tout d'abord, on fait un peu un point sur l'actualité avec notre invité de la première partie de cette émission, Pierre Laurent, sénateur communiste. Bonjour, merci d'être avec nous. Déjà, une première réaction, je viens de recevoir cette information, la justice autorise Sephora à ouvrir le soir. C'était un combat qui était mené par Sephora, notamment pour ses magasins parisiens. Je crois qu'il est temps de légiférer. Il y a une offensive qui est continue pour déréglementer le temps de travail, le dimanche, le soir. Et je pense que c'est une mauvaise nouvelle. Et il faudrait à nouveau encadrer cette question pour éviter que ce soit à la justice de trancher. Mais ça devrait être la loi qui encadre à nouveau cette situation. Il y a plusieurs salariés qui s'étaient associés à la direction de Sephora pour demander l'ouverture nocturne des magasins. Oui, mais on sait très bien pourquoi. Les salariés ont des salaires qui n'augmentent plus, voire qui reculent avec la précarité. Et donc évidemment, la seule manière pour eux d'améliorer un petit peu leur pouvoir d'achat, c'est d'allonger leur temps de travail avec des heures supplémentaires. Donc peut-être qu'il y a autre chose à faire que mettre les salariés dans cette tenaille ou travailler tard le soir ou le dimanche pour pouvoir gagner un peu plus, ou alors accepter des bas salaires. On peut peut-être relever les salaires et puis encadrer davantage les gens qui pourront d'ailleurs faire autre chose de leur argent au moment du temps libre. L'allongement de la durée d'ouverture des magasins, ça ne crée pas des emplois selon vous ? Ça ne peut pas être une source d'emploi en France? Non, l'expérience montre que depuis maintenant des années une offensive, on a plutôt une montée de la précarisation de l'emploi. Et dans toutes les grandes zones où on a du travail le dimanche ou du travail tard le soir, on a une explosion des contrats précaires. Donc ça va plutôt de pair avec la précarisation de l'emploi dans le commerce. Pierre Laurent, vous allez interpeller dans quelques minutes dans l'hémicycle le Premier ministre sur le dossier ArcelorMittal à Florange. Vous allez demander quoi, Jean-Marc Ayrault, cet après-midi? Il faut rouvrir sans délai le dossier sur l'avenir industriel du site. Parce que le Premier ministre dit on a conservé l'emploi. C'est pas ce que fait le gouvernement en ce moment dans ces négociations avec Mittal? Non, on nous dit on garantit l'emploi, mais sur le volet industriel, toutes les interrogations demeurent, puisque les hauts fourneaux restent fermés. On vient d'apprendre ce matin que Mittal, alors que le Premier ministre a dit qu'il avait obtenu la réouverture, la reprise du projet Ulcos, qui est donc le projet du futur, de la future production d'acier à basse intensité en émissions de carbone, eh bien, Mittal annonce que finalement, il vient de retirer son dossier de candidature dans l'appel d'offres européen. Donc, les engagements industriels de Mittal... Il envisage peut-être de le redéposer ultérieurement. Oui, mais pendant ce temps-là, il y a un appel d'offres européen, il y a d'autres dossiers de candidature. On est en train de perdre beaucoup de temps, probablement de perdre la main sur ce dossier. Donc c'est une des questions que je vais poser au Premier ministre, parce qu'on voit bien qu'on a un détricotage des prétendus engagements industriels de Mittal. Et malheureusement, ça n'est pas une surprise, parce qu'on sait très bien que le groupe Mittal veut se désengager progressivement de toute la filière chaude en Europe. Et si on le laisse faire, on mettra en danger toute la filière sidérurgique. Donc la question qui a été posée au départ, elle revient. C'est à l'État de prendre ses responsabilités, de reprendre la main dans ce dossier industriel. Est-ce que c'est à l'État de soutenir à bout de bras cette filière? Vous dites que Mittal veut s'en désengager, il n'est pas le seul. Il y a plusieurs grands groupes sidérurgiques aussi qui se désengagent de cette filière au niveau européen. Mais d'une part, c'est une filière stratégique parce qu'on consomme de l'acier dans toutes les grandes filières industrielles. Donc si on laisse filer la maîtrise de l'industrie sidérurgique, on le paiera très cher dans toutes les filières industrielles. Et deuxièmement... Mais pourquoi les grands groupes laissent filer? Parce que la main-d'œuvre européenne n'est plus assez compétitive, non? Non, pas du tout. Non. Parce qu'ils veulent des taux de rentabilité qui sont insupportables. Et ils préfèrent protéger des hauts taux de rentabilité que l'intérêt national. Et ça n'est pas une filière tenue à bout de bras. Parce qu'il y a un rapport officiel. Moi, je m'étonne qu'on n'en parle pas plus. Parce qu'on nous a beaucoup parlé du rapport gallois, mais le gouvernement a commandé un rapport sur Florange, le rapport Faure. Personne n'en parle. Or, ce rapport dit que le site de Florange, à condition de le maintenir dans sa cohérence, est rentable, qu'il faut investir dans son avenir, qu'il faut une option nationale pour la sidérurgie. Pourquoi est-ce que le gouvernement enterre ce rapport et n'en parle plus ?
Jean-François Copé a déclaré ce matin, Jean-Marc Ayrault est totalement dépassé et François Hollande totalement absent. Vous êtes d'accord avec lui? Non, je ne suis pas. C'est pas la droite qui a laissé filer ce dossier, qui de la même manière a laissé Mittal imposer sa loi, qui a fait des promesses aussi qu'il n'a jamais tenues sur Gandrange, qui va venir donner des leçons au gouvernement. Donc nous parlons au nom des syndicalistes, au nom des salariés qui n'arrivent pas à se faire entendre et qui attendent de ce gouvernement des engagements plus fermes. On a quand même l'impression que le Premier ministre est assez isolé sur sa position. Je crois qu'il affiche le problème du gouvernement, c'est qu'ils affichent des intentions qui sont soutenues par les salariés du site, mais que les résultats pour les mettre en œuvre ne sont pas là. Et donc il y a une forme de colère des salariés devant ce grand écart. Mais le gouvernement a la possibilité de changer de braquet, mais il faut qu'il réouvre maintenant le dossier de l'avenir industriel du site de Florange. Le prétendu accord avec Mittal, parce qu'on ne sait plus très bien ce qu'il y a vraiment de sûr dans cet accord, eh bien, ne fait pas le compte. Donc, il faut réouvrir le dossier sans délai. Tout remettre à plat selon vous aujourd'hui? Oui, il faut tout remettre à plat, il faut reprendre, il faut ouvrir. Je vais faire une proposition, en tout cas, je vais poser la question au Premier ministre. Il a parlé d'un comité de suivi. Moi, je propose qu'on élargisse la composition de ce comité de suivi et sa mission, qui ne soit pas seulement de suivre l'accord tel qu'il a été soi-disant signé avec Mittal, mais qui soit de réouvrir le travail sur la construction de pistes industrielles nouvelles pour le site de Florange et pour la sidérurgie plus globalement. Élargir à qui, par exemple? Par exemple, à une représentation pluraliste des élus locaux, des élus nationaux. Il faudrait que des parlementaires intègrent ce comité de suivi, de manière à ce qu'on travaille aux côtés des syndicats dans la plus totale transparence, parce qu'un des problèmes de ce dossier, c'est l'absence de transparence, des spécialistes de la filière, et puis que tout ce monde travaille ensemble. Mais il faut reconstruire maintenant des solutions industrielles d'avenir, et je pense que c'est possible. Vous aimeriez que le président de la République monte un peu plus au créneau dans ce dossier? Écoutez, s'il ne monte pas au créneau sur des dossiers aussi décisifs pour l'avenir du pays que celui de l'avenir de la filière sidérurgique, autant dire que tout le discours sur la relance industrielle n'a pas de sens. Donc, bon, il a des ministres, il a un Premier ministre, donc il ne s'agit pas que François Hollande parle tous les jours et sur tous les sujets. Moi, c'est pas ma conception de la République, mais en tout cas, il faut qu'il appuie. Des dossiers très importants, symboliques. Oui, c'est des dossiers stratégiques pour le pays, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'en dévalorisant un peu le projet d'Arnaud Montebourg, est-ce que Jean-Marc Ayrault n'a pas un peu dévalorisé aussi cet accord signé avec Mittal? Je crois qu'il a peut-être un peu trop cédé à la pression qui s'est exercée. On a entendu Madame Parisot la semaine dernière dire « Ah là là, la nationalisation, surtout pas », alors qu'on voit aujourd'hui, surtout après l'annonce de Mittal ce matin sur Ulcos, qu'il faut que l'État s'en mêle. Si l'État ne prend pas la main dans ce dossier et laisse les mains libres à Mittal, on ira vers une catastrophe. Demain, le Conseil constitutionnel va peut-être annuler l'élection législative d'Hénin-Beaumont. Si elle est annulée, est-ce que Jean-Luc Mélenchon doit se représenter face à Marine Le Pen? D'abord, l'élection n'est pas annulée. Mais j'imagine que vous avez étudié les deux hypothèses, Pierre-Laurent. On a étudié les deux hypothèses, bien sûr. J'espère que l'élection ne sera pas annulée. En tout cas, moi, je ne le souhaite pas, mais c'est pas à moi de le dire. Il y a un dossier. C'est probable, paraît-il. On saura demain, donc on verra. D'accord. Deuxième hypothèse, si elle est annulée. Deuxième hypothèse, je pense qu'il faudrait étudier la possibilité de rassembler le maximum de forces pour empêcher, parce qu'on sait bien que c'est son objectif, l'élection de Marine Le Pen. Moi, je pense qu'il faut créer les meilleures conditions pour empêcher cette élection. Ça passe par quoi? Par un candidat unique à gauche? Si on peut trouver un très bon candidat de rassemblement de tout le monde, peut-être. Peut-être ça passe aussi par une candidature où nous y allons au premier tour. Il faut étudier les deux hypothèses, mais attendons d'abord de savoir si l'élection est annulée et si elle l'est, pour quelles raisons. Et ensuite, on prendra notre décision. Mais Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il doit repartir dans ce combat énormément? Il a dit qu'il était disponible, mais qu'il attendrait aussi l'avis des militants locaux, ce qui est normal. Qu'est-ce que vous pensez de la récente conversion à l'écologie de Jean-Luc Mélenchon? Il vient de sortir un livre sur ce thème. C'est pas une récente conversion, ni d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon, ni du Parti communiste, ni du Front de gauche. Nous avons mené la campagne présidentielle. Un de nos mots d'ordre les plus importants, qui recouvrait beaucoup de propositions, était celui de la planification
écologique. Et dans la campagne présidentielle, nous avons été, en matière de propositions écologiques, parmi les plus performants des candidats. Mais il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui qui vous approfondissons... distinguent des Verts, par exemple. Je pense au dossier du nucléaire, par exemple. Oui, mais il y a bien sûr des débats. Mais en tout cas, cette question écologique est une question qui nous préoccupe au plus haut point, qui fait partie maintenant du cœur de nos propositions. Où en sont les discussions entre le Parti communiste et le Parti socialiste? Vous devez normalement vous rencontrer assez régulièrement avec Harlem Désir. Mais on s'est vu pour la première fois dans une rencontre officielle la semaine prochaine. Ça a été une explication politique, une discussion politique sur ce que sont nos positionnements respectifs en ce moment. Notamment ici au Sénat, avec des textes qui ont été rejetés, on peut le rappeler, hein, notamment le projet de loi de finances. Oui, mais qui sont rejetés pour des raisons précises. C'est que nous pensons qu'il faudrait avancer plus résolument dans le sens de la mobilisation des ressources nationales pour le redressement social, le redressement productif. C'est parce qu'on ne se donne pas assez ces moyens-là que nous critiquons le projet de budget. Donc c'est un débat que nous avons effectivement avec Harlem Désir, avec le Parti socialiste. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord sur le cap qui est pris. Mais c'est un débat politique qui va continuer et qui ne nous empêche pas d'avoir des contacts réguliers. Nous en aurons d'autres, j'espère. On voit mal comment quand même vous pourriez vous accorder sur le virage social-libéral actuel du gouvernement. Écoutez, il y a quelques semaines, qui aurait dit que la nationalisation de Florange faisait partie du débat gouvernemental et pourtant c'est le cas. Mais elle n'a pas été retenue, cette nationalisation. Oui, mais il y a des idées nouvelles qui progressivement prennent leur place dans le débat à gauche et je pense que ça peut continuer à avancer parce que la crise est là et qu'il faudra trouver des solutions et qu'il faudra innover. Donc ceux qui nous disent on avait tout pensé l'année dernière, non, il y a beaucoup de problèmes devant nous et les idées du Front de gauche vont être utiles à résoudre ces problèmes. Vous sentez malgré tout qu'il y a des questions au sein du Parti socialiste, notamment à la gauche du Parti socialiste, y compris ici au Parlement, au Sénat ou à l'Assemblée nationale? Bien sûr, il y a beaucoup de préoccupations, d'interrogations. Par exemple, l'Assemblée vient d'en discuter, on va en parler au Sénat, le projet de loi de finances rectificative qui met en musique le pacte de compétitivité, 20 milliards de crédits d'impôt sans contrepartie, est-ce que c'est la bonne idée ? Nous ne le pensons pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de parlementaires socialistes qui se posent la même question que nous sur ce point. Bon, sur l'absence de contrepartie, selon vous, dans le projet du gouvernement, il y a encore des amendements qui peuvent être votés, notamment ici au Sénat, quand le texte va venir en discussion, et j'imagine que votre groupe va en proposer. Nous allons en proposer, absolument, nous allons en proposer. Je pense qu'il faut par exemple exclure du bénéfice de ce crédit d'impôt des groupes qui distribuent des dividendes et qui en même temps continuent à supprimer des emplois. Parce que si on ne fait rien, on parlait de Mittal, Mittal va toucher l'argent des crédits d'impôt. Sanofi, qui fait énormément de profits et qui licencie, va toucher le crédit d'impôt. Donc on va donner une prime à des stratégies financières qui détruisent l'emploi, alors qu'on prétend que le crédit d'impôt devrait servir à l'inverse. On va peut-être finir cette interview, Pierre-Laurent, par un hommage à Oscar Neumeyer, qui a notamment construit le siège du Parti communiste à Paris. De quelle façon le parti va lui rendre hommage dans les jours à venir? Écoutez, on a ouvert dès ce matin un registre pour aller rendre hommage. Ça permettra aussi aux gens de découvrir le siège, ceux qui ne l'ont pas vu. Et très probablement, mais je ne peux pas vous annoncer la date parce qu'on ne l'a pas encore fixé, mais on fera des journées portes ouvertes parce que le meilleur moyen qu'on puisse, pour lui rendre hommage, c'est de permettre aux Parisiens, aux Français de découvrir ce joyau de l'architecture moderne. Merci beaucoup Pierre-Laurent d'avoir été sur notre plateau. On reparlera peut-être d'Oscar Neumeyer qui était aussi un homme engagé. Ça sera une autre façon aussi de... Un communiste fidèle jusqu'à la fin de ses jours. Jusqu'à ses 104 ans puisqu'il est mort cette nuit. Merci Pierre-Laurent. Ça sonne. Je vous laisse donc rejoindre la séance, l'hémicycle du Sénat pour cette séance des questions d'actualité au gouvernement qui va démarrer dans quelques instants. Alors parmi les thèmes abordés cet après-midi, eh bien, il y aura bien sûr la question de Pierre-Laurent sur ArcelorMittal et le site de Florange. Il y aura d'ailleurs 2 questions consacrées à ce sujet hautement d'actualité cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat. Le chômage des jeunes, la précarité, la progression également de la pauvreté dans la société française. Eh bien, 3 questions tourneront autour de ces thématiques
cet après-midi et les ministres du gouvernement répondront bien sûr aux sénateurs. Une question également sur l'autisme, alors qu'aujourd'hui est organisé toute la journée au Sénat un grand colloque autour de la prise en charge de l'autisme en France. Voilà un certain nombre de thématiques que vous allez pouvoir suivre en direct sur notre antenne. On le voit sur ces images, eh bien, le président de séance, le président du Sénat se dirige vers l'hémicycle du Sénat pour présider ces questions d'actualité au gouvernement. Donc voilà, il n'a plus que quelques pas à faire et dans quelques secondes, il sera dans l'hémicycle. Il pourra s'installer à la présidence de séance et les questions d'actualité vont pouvoir démarrer sur notre antenne. Jean-Marc Ayrault devrait répondre en personne tout à l'heure à la question de Pierre Laurent. C'est la question numéro 3 sur ArcelorMittal. Florent, c'est la question la plus attendue cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat. On va la suivre avec intérêt d'ici quelques instants. Voilà, la séance démarre. Je vous laisse la suivre en direct. À tout à l'heure avec nos invités. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je rappelle cette fois encore que l'auteur de la question, de même que le ministre ou la ministre, pour sa réponse dispose chacun de 2 minutes 30. La parole est à monsieur Claude Dillin pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le 11 février 1987, il y a 25 ans, Joseph Wresinski fait adopter par le Conseil économique et social de l'époque un rapport intitulé « Grande pauvreté et précarité économique et sociale ». En 2011, le rapport de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale constatait que plus de 11 millions de personnes en France étaient touchées par la pauvreté ou l'exclusion et que la pauvreté sous toutes ses formes n'a cessé d'augmenter. Parmi les personnes les plus vulnérables, il y a les familles monoparentales, les jeunes, les femmes âgées, sans oublier aussi la pauvreté des enfants. L'Observatoire constate aussi que disposer d'un emploi n'est plus une condition suffisante pour franchir le seuil de la pauvreté, tant l'emploi s'est raréfié et précarisé. La pauvreté augmente, mais aussi elle se territorialise. En France, un individu peut être considéré comme pauvre quand ses revenus mensuels sont inférieurs à 964 €. Or, 33% des personnes vivant dans les banlieues sensibles vivent avec moins de 900 € par mois. Le revenu fiscal moyen de la population des zones urbaines sensibles s'élève à environ 60% de celui de l'agglomération qui abrite le quartier. Monsieur le Premier ministre, lors de la préparation de la conférence contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale des 10 et 11 décembre prochains, vous avez affirmé que vous alliez dégager une enveloppe de 50 millions sur le budget des ministères qui seront répartis entre les crédits de la veille sociale, de l'hébergement d'urgence et de la prise en charge des demandeurs d'asile. L'objectif de votre gouvernement est bien de réduire les inégalités et d'éviter que des hommes et des femmes ne tombent dans une précarité dramatique pour eux-mêmes, mais aussi pour notre pays. Alors, Monsieur le Premier ministre, pourriez-vous nous dire quelles mesures votre gouvernement compte prendre en urgence d'abord, mais ensuite quelles actions les ministres qui participeront aux ateliers de cette conférence avec le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale envisagent-ils de prendre pour réduire ces situations sur le long terme? Merci. Merci. La parole est à monsieur Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Claude Dillin. Comme je l'ai annoncé dans mon discours de politique générale, une conférence nationale contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale va se tenir lundi et mardi prochains. Elle sera en effet l'occasion d'annoncer les axes structurants de la politique du gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté, la précarité et les inégalités dans notre pays. Et vous avez raison de souligner l'urgence. L'urgence des situations qui ne sont pas des statistiques, qui sont d'abord des visages, des hommes et des femmes, et vous les connaissez bien, qui parfois sont stigmatisés, comme s'ils étaient déjà coupables,
alors que les hasards de la vie, et pas toujours les hasards, a pu conduire à des chutes et qui vont parfois jusqu'à l'extrême pauvreté. Face à cette situation qui dure et qui perdure, mais qui s'est aggravée ces 10 dernières années de laisser-faire, tant économique que social, et qui se sont traduites par un bond inégalé des inégalités dans notre pays. Et donc il faut faire face, il faut faire front. C'est pourquoi il fallait agir dans l'urgence et vous l'avez rappelé, je vous en remercie. Dès les 6 premiers mois, le gouvernement a pris des mesures. Je pense à la revalorisation de 25% de l'allocation de rentrée scolaire. Ça touche directement les familles les plus modestes, les plus pauvres de notre pays. Combien de critiques avons-nous entendues que c'était un cadeau qui était fait, que ces 25% d'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire à être dépensés en iPad ou autres produits technologiques. C'est méconnaître la situation difficile des familles. Eh bien, cette décision, nous l'avons prise et elle est allée directement pour les enfants, et en particulier les enfants les plus pauvres. Et nous avons eu raison de le faire. Nous avons également débloqué, vous l'avez rappelé, une enveloppe de 50 millions d'euros pour l'hébergement d'urgence. Nous avons engagé l'encadrement des loyers, la suppression de la franchise médicale pour l'aide médicale d'État. Là aussi, que n'a-t-on entendu? Mais je voudrais, et cette conférence que vous avez évoquée, Monsieur le Sénateur, sera l'occasion de le rappeler solennellement. On ne fera pas reculer la situation de la pauvreté, de l'exclusion sociale par un discours moralisateur de stigmatisation, comme si être pauvre était un choix de vie. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je le demande à tous, des sénateurs de toutes les sensibilités, d'arrêter d'exploiter la misère, mais de se mobiliser pour la combattre. Alors, sur le long terme, c'est précisément l'objet de la conférence de la semaine prochaine. Et je tiens à souligner devant vous que celle-ci a été préparée minutieusement. 7 groupes de travail menés par des personnalités incontestables qui ont travaillé tambour battant avec la concertation la plus exemplaire impliquant toutes les associations, les collectivités territoriales, les partenaires sociaux et les représentants des personnes elles-mêmes en situation de précarité, qui sont, disons, associés étroitement à la préparation de ces travaux. Alors les rapports qui vont être présentés lors de cette conférence, je le sais déjà, sont de très haute qualité. Ils sont exigeants aussi, j'en suis conscient. Ils le seront pour le gouvernement, ils le seront pour tous les acteurs de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Mais ils pourront constituer, comme ça a été le cas à la conférence sociale, comme ça a été le cas à la conférence environnementale, une véritable feuille de route, et en tout cas qui servira de base pour les décisions que je serai amené à annoncer à la fin de cette conférence. Je laisse le soin, évidemment, à cette conférence et aux rapporteurs de présenter leurs préconisations, déjà avec Madame Marie-Arlette Carlotti qui est présente aujourd'hui au banc du gouvernement, mais aussi tous les autres ministres. Nous sommes mobilisés pour des solutions concrètes. Certaines pourront avoir un effet immédiat, d'autres s'inscriront dans le moyen terme, elles nécessitent des réformes, mais en tout cas je voudrais terminer sur un point. J'ai parlé ces derniers temps du nouveau modèle français et j'ai parlé de la nécessité de retrouver la compétitivité pour nos entreprises et pour l'emploi. Mais la compétitivité n'est pas qu'économique, elle est sociale. Et ce nouveau modèle français, il n'aura de sens, il ne sera mobilisateur, il redonnera confiance que s'il s'appuie sur les valeurs qui fondent le pacte républicain. Et aujourd'hui, vous le savez mieux que quiconque, Monsieur le sénateur Dilin, une partie des Français ne croit plus à ces valeurs, ne croit plus à ce pacte. Ils ont perdu confiance. Tout le défi que nous avons à relever, c'est de leur redonner toute leur place dans la République, quel que soit l'endroit où ils habitent, qu'ils habitent dans les centres-villes, dans les banlieues, dans les périphéries, des périphéries urbaines ou dans les quartiers les plus éloignés ou dans les territoires ruraux. Ils ont tous leur place dans la République.
le nouveau modèle français, c'est notre mission. Il demande beaucoup de travail, beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Le gouvernement l'a, mais il l'a avec l'appui de la majorité parlementaire que je tiens à saluer et remercier. Merci. La parole est à Madame Aline Archimbaud pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame Carlotti, ministre chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Le premier rapport de l'Observatoire de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, l'INJEP, concernant la situation de la jeunesse en France, présenté ce mardi 4 décembre, met en exergue un constat des plus sombres. On assiste à une fragilisation accrue de la jeunesse, de forts risques d'exclusion et à un creusement des inégalités entre jeunes dans le contexte actuel de crise économique dont ils sont les premières victimes. 15% des jeunes ne sont ni en études, ni en formation, ni en emploi. Le taux de pauvreté des 18-24 ans atteint en moyenne 22,5%. Au total, plus d'1 million de jeunes sont désormais confrontés à une situation de grande précarité. Le rapport montre également que les jeunes représentent 22% de la population active, mais 40% des chômeurs, et que l'augmentation du chômage de longue durée est particulièrement préoccupante chez eux. Par ailleurs, la réalité n'est pas uniforme. Le clivage se creuse dans l'accès à l'emploi entre diplômés et non diplômés. Le taux de chômage des jeunes non diplômés est de 46% et 30% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Je voudrais vous alerter sur le dispositif du RSA jeune qui est, il faut le constater, un échec total. Doté pour 2013 d'un crédit de 27 millions, la prévision a été fortement revue à la baisse du fait de l'important taux de non-recours, puisque seuls 8 000 jeunes sur les 130 000 initialement prévus en bénéficient, soit 6%. Et donc un taux de non-recours est de 94%. En effet, les conditions requises pour y avoir droit sont totalement irréalistes. Il est exigé que les jeunes justifient d'une activité professionnelle de 2 ans à temps plein sur les 3 années précédant la demande. Quand on connaît la réalité, on comprend qu'il y ait si peu de candidats. Nous nous réjouissons de la mise en place des 150 000 emplois d'avenir, mais beaucoup reste à faire. Ma question, Madame la Ministre, est donc la suivante. Quelle réforme du RSA jeune envisagez-vous et que comptez-vous faire pour lutter contre la précarité et la paupérisation croissante et massive de la jeunesse? Parmi les points qu'il me semble important de discuter lors de la conférence organisée par le gouvernement la semaine prochaine, avez-vous notamment prévu d'aborder, concernant la jeunesse en situation de précarité, premièrement, la possibilité de mettre en place une allocation jeunesse, donnant un minimum d'autonomie et de stabilité pour construire un projet. Deuxièmement, l'impulsion d'une aide forte pour l'accès à la mobilité, au logement et à la santé. Troisièmement et enfin, le droit à la formation. Il est urgent de réfléchir à la mise en place pour les jeunes précaires d'un droit de tirage automatique à des formations de qualité dans des filières d'avenir. Tous les acteurs de l'insertion, les missions locales, les mouvements d'éducation populaire insistent sur ce point, tant on connaît les très grandes difficultés, ou plutôt la quasi-impossibilité pour un jeune qui enchaîne les contrats de travail très courts, les stages non rémunérés et les périodes de chômage à avoir accès à de telles formations qui sont pourtant une condition incontournable pour faire reculer le chômage. La jeunesse est l'avenir de notre pays, c'est un immense... Merci, merci. La parole est à Madame Marie-Arlette Carlotti, ministre chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Aline Archimbaud. Tous les rapports sur la jeunesse sont alarmants, vous avez raison de le souligner. Nous le voyons tous et nous le voyons tous les jours, les jeunes sont durement frappés par la misère, par le chômage. L'avenir devrait pourtant leur appartenir. C'est le résultat non seulement de la crise, mais aussi de politiques et de dispositifs qui ne se sont pas révélés totalement adaptés à la situation et aux besoins des jeunes. C'est chez les jeunes que les inégalités sont les plus marquées. Il y a des jeunes qui aujourd'hui n'ont rien, ni emploi, ni formation, ni ressources. C'est vers eux que nous devons nous tourner et en priorité. Il ne serait pas digne d'un pays comme la France de laisser tomber une partie importante de sa jeunesse. Et nous devons donner une seconde chance à ceux qui ont décroché. Vous le savez, la jeunesse, c'est la priorité du mandat de François Hollande. C'est la priorité du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. La première mesure que vous avez votée ici même d'ailleurs, ce sont les emplois d'avenir.
qui répondent à cette urgence, à ces jeunes sans qualification qui ont besoin qu'on les aide pour démarrer dans la vie professionnelle. Le contrat de génération sera lui aussi un levier très puissant pour favoriser l'emploi des jeunes. Mais nous n'en resterons pas là. Nous devons aussi être solidaires avec tous ceux qui ne peuvent pas rentrer tout de suite sur le marché du travail. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Madame la sénatrice, le RSA jeune est en effet un échec. Il n'est pas adapté au public auquel il était au départ destiné. L'obtenir aujourd'hui, c'est une mission impossible. Il n'est lié à aucune mesure d'accompagnement qui aurait permis aux jeunes de retourner vers le chemin de l'emploi. Vous le signalez également. Seuls 9 000, parce que c'était au départ 130 000 qui étaient visés. Aujourd'hui, on est à 9 000 jeunes qui y ont recours seulement aujourd'hui. Nous devons tenir compte de cet échec et il est de notre responsabilité de trouver de nouvelles façons de soutenir les jeunes en difficulté, ceux qui n'ont ni formation et ni emploi. Et je crois que ce sera l'un des grands objectifs de la conférence dont a parlé le Premier ministre à l'instant. Merci. Merci. La parole est à présent à Monsieur Pierre Laurent pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Depuis hier, vous vous acharnez à défendre l'accord passé entre votre gouvernement et Mittal au nom d'un argument, vous sauvez l'emploi. Bon, la droite, vous êtes disqualifié sur ce sujet, donc laissez-moi parler. Mais vous ne parvenez pas à convaincre. En effet, comment garantir l'emploi si l'avenir industriel de Florange, lui, ne l'est pas? Déjà, l'arrêt des hauts-fourneaux de Florange prive la région de son poumon économique et menace de destruction des centaines d'emplois directs, indirects et intérimaires. Mais surtout, alors qu'hier encore, à l'Assemblée nationale, vous déclariez avoir obtenu la reprise du projet Ulcos, Mittal vient de donner le coup de grâce à Florange en retirant la candidature du site de l'appel d'offres européen. Monsieur Mittal n'a en vérité jamais renoncé à son plan de dépeçage de l'industrie sidérurgique, notamment de sa filière chaude en Europe. Le groupe ArcelorMittal profite des aides publiques, mais organise les pertes de rentabilité des sites pour les fragiliser afin de justifier leur fermeture. Il y a donc deux visions radicalement différentes en présence. D'un côté, celle de Mittal, qui organise le déclin de l'industrie en cherchant à préserver ses intérêts financiers. De l'autre côté, celle avancée par les syndicalistes, par de nombreux élus du territoire lorrain, mais aussi par le rapport fort commandé par votre gouvernement, qui préconise des investissements importants sur le site dans le cadre d'une option nationale pour la sidérurgie. Pourquoi avoir enterré si vite ce rapport officiel? Monsieur le Premier ministre, entre ces deux visions, vous devez choisir. Laisser la main à Mittal, c'est tourner le dos aux salariés, au projet Ulcos, à l'intérêt de la France. Si vous choisissez l'intérêt national, ce que, évidemment, nous vous demandons, vous devez rouvrir le dossier. Les prétendus engagements de Mittal, qu'il a déjà trahis en quelques heures, ne peuvent en aucun cas mettre un point final au dossier de Florange. J'ai donc 3 questions à vous poser. Premièrement, quelle garantie pouvez-vous donner pour un engagement rapide et financé du projet Ulcos? Deuxièmement, le gouvernement s'engage-t-il à rouvrir sans délai le dossier de l'avenir industriel du site de Florange et plus largement des sites d'ArcelorMittal en France, y compris en examinant la voie de la nationalisation? Troisièmement, puisque vous avez annoncé la mise en place d'un comité de suivi, êtes-vous prêt, en ouvrant sa composition à une représentation pluraliste des élus locaux et des parlementaires, à élargir sa mission pour construire les solutions industrielles d'avenir qui font toujours défaut à l'heure qu'il est? Merci. Monsieur Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur les sénateurs Pierre Laurent. J'ai écouté avec beaucoup d'attention votre question. Et en particulier, j'étais très attentif à votre conclusion, qui interpelle le gouvernement sur sa volonté de donner et de permettre à la Lorraine des perspectives d'avenir. Je comprends très bien cette question. Et croyez bien qu'en tant que chef de gouvernement, j'y suis particulièrement attentif. Hier soir, j'ai rencontré l'intersyndicale de Florange, avec des responsables des fédérations de la métallurgie qui les accompagnaient. C'était une rencontre d'une grande franchise et d'un grand respect mutuel. Et chacun
a exprimé son point de vue. C'est ce que nous souhaitions les uns et les autres. Et j'ai expliqué les raisons du choix du gouvernement. Et ce midi, j'ai rencontré les élus du Conseil régional de Lorraine, mais aussi du département, et également des maires et des présidents d'intercommunalités et quelques parlementaires de sensibilités différentes, en tout cas ceux qui avaient accepté de venir. Là aussi, nous nous sommes parlé franchement. Le gouvernement et le président de la République lui avait fixé ce mandat, pas de plan social à Florange, pas de suppression d'emplois, pas de licenciement à Florange. Cet objectif, il a été atteint. Ça a été le fruit des négociations que le gouvernement a engagées la semaine dernière avec Mittal. Négociations difficiles, précédées d'une rencontre entre M. Mittal et le président de la République. Deuxième objectif, obtenir un engagement d'investissement, de financement d'investissement sur la partie froid et la partie emballage de 180 millions d'euros. Cet engagement a été accepté. Alors maintenant, il s'agit évidemment de veiller à ce que ces investissements soient respectés et soient tenus. Il en va de même également pour le projet Ulcos. Vous dites que le groupe Mittal a porté un coup de grâce. Non, il n'a pas porté de coup de grâce. Il n'a dit que ce qui avait été dit clairement dans la négociation. Vous avez fait allusion au rapport qui avait été commandé par le gouvernement à M. Pascal Faure. Ce rapport relevait que le projet Ulcos, tel qu'il avait été étudié à ce stade, ne permettait pas de développer un processus industriel compte tenu des difficultés techniques qu'il représentait. Donc c'est d'un commun accord que nous avons constaté en effet que le projet, s'il restait en l'état, mettait en péril l'avenir du projet Ulcos. Le projet Ulcos, je le rappelle, c'est un projet industriel innovant qui a pour objectif de produire de l'acier sans pour autant rejeter dans l'atmosphère autant de CO2 que les processus habituels le font. Et ce qui est un vrai problème dans un pays comme le nôtre, qui est confronté au grand défi de la transition énergétique. C'est un projet qui a pour objectif la captation du CO2. Certes, je sais qu'il y a des gens qui sont contre, qui préféraient qu'il n'y ait plus de CO2 du tout. Mais enfin, moi, je suis partisan d'un avenir industriel à la France. Et donc une industrie qui soit capable, justement, même si elle produit du CO2, de ne pas, je dirais, le transférer dans l'atmosphère. Donc c'est un projet innovant, c'est un projet d'avenir, mais qui nécessite, en effet, pour réussir, eh bien, beaucoup d'investissements, et en particulier en recherche-développement. Donc ce qui a été dit par Mittal à la Commission européenne, c'est que ce projet va être repris, et le gouvernement y est associé. Il y a déjà 150 millions d'euros qui sont réservés au titre des investissements d'avenir et qui sont gérés par le commissariat général à l'investissement qui est dirigé par Louis Gallois, qui est placé auprès du Premier ministre. Donc, vous pensez bien que ces 150 millions réservés pour ce projet, j'ai tout à fait l'intention qu'ils soient utilisés. J'ai d'ailleurs demandé à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso, qui est également présente au banc du gouvernement, de réunir immédiatement tous les laboratoires de recherche intéressés, et ils sont nombreux, pour justement remettre à plat le volet recherche. Et c'est ce qui est fait. Et donc nous allons agir dans cette direction. La Lorraine a le droit à un avenir comme toutes les autres régions françaises. Donc oui, il y a une différence peut-être avec ce qui s'était fait avant. C'est que dans les engagements qui ont été pris par Mittal, dans la négociation de la semaine dernière, il n'y a aucune condition. Et pour nous, c'était un préalable. Lorsque vous aviez, vous, mesdames et messieurs de la majorité, en tout cas le gouvernement, prétendu que des engagements avaient été pris, ils étaient conditionnés à une meilleure conjoncture sur le plan du marché de l'acier. Eh bien, il n'y a aucune condition. Alors, monsieur le sénateur Pierre Laurent, vous pourriez me dire, oui, mais est-ce que ces engagements vont être tenus? C'est une question légitime. C'est pour ça que j'ai désigné le sous-préfet, M. Mazzorati, qui est actuellement sous-préfet de Lorraine. L'affaire est suffisamment sérieuse et grave pour éviter les réactions un peu simplistes et qui demande sans doute de votre part, mesdames et messieurs les sénateurs de la majorité, un peu de modestie et de respect face à une région qui souffre et qui s'inquiète. J'ai demandé à ce sous-préfet
qui va dans quelques jours être totalement disponible, puisqu'il va terminer son mandat à Thionville, de se consacrer totalement à la direction d'un comité de suivi qui disposera des moyens de l'État, en particulier un expert qui sera chargé du projet ULCOS, un autre qui sera chargé de suivre les investissements et qui associera tous les partenaires. Vous avez parlé des élus, Monsieur Pierre-Laurent. Ils me l'ont demandé aussi, les élus locaux, les parlementaires. Comme dans beaucoup de territoires, lorsqu'un problème grave se pose, un problème d'avenir industriel, les préfets organisent des tables rondes. Eh bien là, c'est une table ronde permanente que nous souhaitons organiser avec les partenaires sociaux et j'espère que tout ça pourra rapidement se mettre en œuvre. En tout cas, je recevrai ce soir le sous-préfet Mazzorati pour lui fixer sa feuille de route et j'ai indiqué au président du Conseil régional de Lorraine que le gouvernement était prêt à négocier avec lui et l'ensemble des élus des territoires un contrat d'objectifs ambitieux qui, au-delà du respect des engagements qui ont été pris par Mittal, de prendre à bras-le-corps tous les autres dossiers industriels, environnementaux, sociaux, pour permettre à la Lorraine, qui est une région qui, comme le Nord-Pas-de-Calais et d'autres régions de France, a particulièrement souffert de toutes les restructurations industrielles, à la fois la crise minière, à la fois la crise sidérurgique, mais qui a droit peut-être encore plus que d'autres au soutien de l'État. Et je n'ai pas le droit, parce que c'est ma conception de la politique, de faire croire qu'en appuyant sur un bouton, les recettes magiques se développent. Monsieur le sénateur Pierre-Laurent, vous avez évoqué des perspectives de nationalisation. Moi, je n'ai aucun sujet tabou. Les participations publiques, l'État en a prise et il en prendra. Dans ce dossier, il aurait pu en prendre, et il en prendra de toute façon dans beaucoup d'autres. Mais ce que je ne voudrais pas qu'on croie, c'est parce qu'on dit mot nationalisation, ça veut dire que tout est réglé. Et j'ai trop de souvenirs que je n'ai pas vécu personnellement. Je n'étais pas encore parlementaire, mais j'ai trop de souvenirs politiques. Et en tout cas, les populations concernées l'ont aussi. Lorsqu'il y a eu la nationalisation de la sidérurgie, il y a eu une restructuration, il y a eu 30 000 emplois de supprimés. Moi, je me bats pour l'emploi, je me bats pour la compétitivité, je me bats pour l'avenir industriel. Mais mon devoir, c'est de dire la vérité. Et dire la vérité, c'est respecter les gens. Et donc ce qui a été négocié, c'est parce que le gouvernement, en conscience, a considéré que c'était la meilleure solution. Pas de plan social, préservation de l'emploi, investissement industriel, préparation de l'avenir et aujourd'hui, je le confirme, soutien à l'avenir d'une région, contractualisation avec la région Lorraine. Voilà la position du gouvernement. C'est une position de franchise, de respect et je crois que c'est aussi celle du courage. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Plancade pour le groupe du Rassemblement démocratique social européen. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères et concerne les dernières évolutions du conflit armé en Syrie. Monsieur le ministre, ces derniers jours et ces dernières heures, plusieurs informations indiquent que la situation s'aggrave encore en Syrie et qu'un nouveau palier serait en train d'être franchi avec l'utilisation d'armes chimiques par les hommes de Bachar al-Assad à l'encontre de la rébellion et du peuple syrien. Hier encore, l'artillerie et l'aviation syrienne ont bombardé la périphérie de Damas et des bombes chargées, semble-t-il, avec du gaz sarin auraient été larguées sur les rebelles. Lundi, un responsable américain affirmait que Damas mélangeait des composants chimiques à la militarisation du gaz. Dans ce même temps, le secrétaire général des Nations Unies a appelé toutes les parties à arrêter immédiatement les combats et a de nouveau écrit à Bachar al-Assad pour l'avertir, et je cite, que l'utilisation d'armes chimiques serait un crime scandaleux aux conséquences désastreuses. Je voudrais que mes collègues sur ma partie gauche, mais qui sont en réalité de droite, se calment un petit peu et écoutent par respect les orateurs, comme lui-même le fait chaque fois que quelqu'un de l'opposition le fait. Excusez-moi, Monsieur le Président, de cette remarque. Je persiste. Donc, dans le même temps, le secrétaire général des Nations Unies a appelé toutes les parties à arrêter immédiatement les combats et a de nouveau écrit à Bachar al-Assad pour l'avertir, je cite, que l'utilisation d'armes chimiques serait un crime scandaleux aux conséquences désastreuses. Bien évidemment, l'OTAN et les pays occidentaux, dont la France, ont condamné la perspective de voir le régime en place utiliser de tels moyens. Mais
si toutes ces mises en garde sont nécessaires et indispensables, on est en droit de s'interroger sur leur efficacité. Selon les experts, le conflit entrerait dans une phase décisive et la banlieue de Damas est désormais au cœur des combats. Son contrôle constituant un enjeu majeur pour le régime, avant d'éventuelles négociations vers une issue, semble-t-il. Je rappelle simplement que ce conflit, en 21 mois, a fait plus de 41 000 morts, essentiellement des civils, des femmes et des enfants. Bachar al-Assad semble donc décidé à franchir la ligne rouge, n'a-t-elle d'ailleurs pas été franchie? Cette ligne rouge fixée par le président Obama, à savoir le recours des armes de destruction massive contre le peuple syrien. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous informer la représentation nationale sur la situation du conflit syrien et particulièrement sur l'utilisation récente ou non d'armes chimiques? Que sait-on des stocks d'armes de destruction massive dont dispose la Syrie, stocks essentiellement fournis à l'époque par l'Union soviétique et l'Iran et dont la Russie disposerait une connaissance précise de leur localisation? Dans ces conditions, peut-on encore envisager ou éviter surtout une intervention militaire de l'OTAN en Syrie? Si les choses s'accélèrent sur le terrain, y a-t-il aussi une accélération de la diplomatie pour parvenir à une issue rapide et à la chute de ce tyran? Merci. Madame Hélène Condoé-Mouret, ministre chargée des Français de l'étranger. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Pierre Plancade. Je vous prie d'excuser Laurent Fabius qui est absent aujourd'hui, il est en déplacement à l'étranger. Vous avez raison, Monsieur le sénateur, de parler de la Syrie. Nous sommes aujourd'hui à un tournant de la crise syrienne. Les combats s'étendent désormais à Damas, dont l'aéroport a été pour la première fois fermé pendant 3 jours. Malgré la répression féroce, l'opposition continue de gagner du terrain. L'opposition souhaite prendre le contrôle de la capitale, ce qui pourrait entraîner l'effondrement du régime. Comme vous l'avez rappelé, alors que l'on dénombre plus de 41 000 morts, on peut craindre que l'approche de l'hiver va aggraver les souffrances de la population syrienne déjà cruellement éprouvée. Monsieur le sénateur, vous avez soulevé la question de l'utilisation des armes chimiques. Nous devons rester très vigilants alors que des informations font état de préparatifs entrepris par le régime en vue d'une éventuelle utilisation de ces armes que le régime détient en nombre important. Nous suivons la situation en étroite collaboration avec nos partenaires, notamment américains, qui ont fermement mis en garde Bachar al-Assad s'il venait à franchir cette ligne rouge. Les informations auxquelles vous faites allusion quant à la possible militarisation de Sarin continuent de faire l'objet de vérifications. Notre message est inchangé, il est extrêmement ferme. Tout emploi de ces armes chimiques par les autorités syriennes serait inacceptable et la communauté internationale ne restera pas inactive si elle venait à les utiliser. Dans ce contexte, vous posez la question d'une intervention de l'OTAN. Celle-ci, comme vous le savez, ne pourrait intervenir qu'au titre de l'article 5 du traité de Washington à la demande d'un allié qui serait victime d'une attaque contre son territoire ou sur la base d'un mandat qui ne peut venir que du Conseil de sécurité. C'est dans le cadre de cette légalité internationale que nous devons agir. Comme a eu l'occasion de le rappeler Laurent Fabius, je veux souligner ici que le déploiement de missiles patriotes à la frontière entre la Turquie et la Syrie n'obéit qu'à une stricte logique défensive et ne préfigure en rien une hypothétique intervention de l'Alliance atlantique. Sur le plan diplomatique, enfin, la France reste fortement engagée auprès de l'opposition syrienne. Il faut rappeler que la France est pionnière dans l'appui aux comités révolutionnaires locaux. Elle a aussi été la première à reconnaître la coalition syrienne comme seul représentant légitime du peuple syrien. Certains de nos partenaires se sont depuis ralliés à cette position. Laurent Fabius participera le 12 décembre à la réunion des Amis du peuple syrien à Marrakech pour réaffirmer l'engagement de la France aux côtés du peuple syrien. Nous espérons que l'ensemble du groupe des Amis reconnaîtra à cette occasion la coalition pour conforter sa légitimité et sa crédibilité. La perspective d'un gouvernement provisoire se rapproche. Nous espérons qu'une Syrie libre et démocratique émergera de ces évolutions. Merci. La parole est à Monsieur François Grosdidier pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre qui vient courageusement de s'éclipser. Le gouvernement a conclu un accord avec Mittal qui sonne le glas de la filière chaude à Florange. Il avait pourtant déclaré Mittal indésirable en France. Il a même effrayé les investisseurs étrangers en brandissant l'arme suprême de la nationalisation. Tout cela pour finalement capituler. Pas même la vente des hauts fourneaux que Mittal était d'accord de céder. Après avoir vilipendé Nicolas Sarkozy,
le gouvernement a obtenu moins que lui et perd sur les deux tableaux. Pour masquer les zones d'ombre de cet accord, le Premier ministre a multiplié les contre-vérités. J'en ai relevé 5 qui posent question. Il dit que Nicolas Sarkozy avait promis de sauver Gandrange. Faux. Il avait dit, j'y étais, qu'il essaierait de faire changer d'avis Mittal, qu'à défaut, il soutiendra un plan de reprise et qu'à défaut de plan de reprise, il y aurait 0 licenciement et des mesures de compensation. Cela a été fait. Mais avez-vous lu seulement le verbatim? 2. Le Premier ministre a dit qu'il n'y aurait pas de suppression d'emplois. Faux. Il oublie les sous-traitants et pour Mittal, il confond délibérément suppression d'emplois et licenciement sec. C'est plus de 600 emplois qui sont condamnés et pour la première fois dans l'histoire de ces restructurations, sans prévoir aucun emploi de substitution. Par 2 fois hier, M. Ayrault a fait cette remarque cynique que les autres régions enviaient à la Lorraine ces dispositifs sociaux. La Lorraine a perdu en une génération 100 000 emplois directs dans les houillères et la sidérurgie. Trouvez-vous ce sort enviable par les autres régions? 3. Il a dit hier soir qu'il était optimiste pour Ulcos. Ce matin, on apprend le retrait d'Ulcos. N'était-il pas au courant? 4. Il a dit avoir obtenu 180 millions d'euros d'investissements nouveaux. Faux. Si on enlève les investissements de maintenance, il n'y a que 50 millions sur 5 ans et sans engagement pour 2013. Est-ce qu'avec si peu et sans Ulcos, on peut vraiment pérenniser l'activité? Et enfin, 5e, il a dit que ce projet de reprise aurait coûté plus d'1 milliard d'euros sans certitude de viabilité. C'est faux encore. Même une nouvelle usine à froid n'aurait coûté que la moitié avec des débouchés assurés. C'était à la portée des investisseurs, candidats repreneurs, avec un amendement du FSI moins cher qu'une nationalisation. Et je ne parle pas des 150 millions qui étaient prévus pour Ulcos et qui pourraient être rebasculés sur ce projet. Alors pourquoi avez-vous écarté ce projet de reprise et conforté le quasi-monopole de Mittal en France? Merci. Monsieur Alain Vidalis, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, je vous remercie de votre question extrêmement nuancée. Et je vous remercie surtout d'avoir rappelé en toute objectivité que ce problème d'un territoire et ce problème industriel n'était pas apparu avec le gouvernement socialiste et l'élection de François Hollande et que ça fait 18 mois que les hauts fourneaux sont fermés. Et donc, je vous ai entendu élaborer ici une sorte de solution miracle, d'évidence, sur ce qu'il aurait fallu faire. Et il m'est venu cette question saugrenue, mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait avant? Pourquoi pendant les 12 mois au moins, pendant lesquels les hauts fourneaux étaient arrêtés, vous n'avez rien fait ou probablement vous n'avez pas été entendu? Alors, vous évoquez l'action de Nicolas Sarkozy et vous dites vous n'avez rien obtenu de plus. Je voudrais juste un peu nuancer cette approche. D'abord, il suffit de se rappeler quel a été le communiqué de presse lorsque le candidat que vous souteniez était venu sur le terrain pour annoncer le résultat merveilleux qui allait aboutir au sauvetage et à l'avenir assuré pour Florange. Ça se passe au mois de mars, pendant la campagne électorale, et il y a un communiqué. Il y a un investissement financier extrêmement important qui semblait vous satisfaire à l'époque, 17 millions. Aujourd'hui, 180 millions. On voit le ridicule de la situation. Vous en êtes réduit à dire « Ah oui, mais c'était 17 millions de suite ». Non, 17 millions qui allaient sauver Florange. Aujourd'hui, 180 millions. Deuxièmement, lorsqu'on regarde le communiqué de l'époque, lorsque le candidat président vient, il fait cette annonce. Et immédiatement, Arcelor dit « Non, non, mais c'est conditionné, peut-être, si la filière s'améliore, si les circonstances économiques s'améliorent ». C'est exactement le contraire de ce qui a été négocié par ce gouvernement, qui est rentré dans le débat en disant « Nous voulons un plan, mais qui ne soit pas conditionné à des aléas économiques ». C'est une nuance, dans tous les cas, une différence majeure. Et puis vous dites, ce qui est quand même assez étonnant, qu'il n'y avait pas de plan social et qu'il n'y aurait aucun licenciement. Eh bien, c'est totalement faux. Je vous renvoie au communiqué, puisqu'à l'époque, probablement espérant une réélection, votre candidat, lui, expliquait qu'avec 17 millions, il allait sauver... Vous énervez pas, c'est dur la vérité quand on la rappelle, hein, c'est dur, eh oui. Sauf que j'ai là la dépêche où on explique qu'avec ces 17 millions,
on va éviter 500 licenciements. Et voilà-t-il pas que vous, quelques mois après, vous dites qu'il n'y avait aucun licenciement prévu. Eh bien, que ça vous plaise ou non, le gouvernement a négocié avec les 3 objectifs qu'a rappelé le Premier ministre. Premièrement, éviter les licenciements, et il n'y aura pas de licenciements, contrairement à ce que vous nous avez laissé comme héritage. Faire des investissements, 180 millions et non pas 17 millions. Et puis enfin, le Premier ministre vous a déjà répondu sur le projet Ulcos. Vous pouvez au moins regarder non pas le communiqué du gouvernement, mais celui d'ArcelorMittal qui a été publié ce matin et qui explique que le retrait du dossier à la Commission est exactement l'application de l'accord, puisque le dossier, disons Ulcos 1, ne répondait pas à ces objectifs et que grâce à l'investissement, et notamment des 150 millions mis par le gouvernement, eh bien, il y aura un dossier Ulcos qui va s'inscrire au surplus dans ce qui est le projet qui devrait normalement vous mobiliser comme élu de la Lorraine, c'est-à-dire donner à cette région qui le mérite des perspectives d'avenir et aussi donner aux salariés qui se sont beaucoup battus, y compris pour qu'on arrive à cette solution satisfaisante, leur donner, la possibilité de contrôler le respect par Mittal de ses engagements, et c'est ce qui a été annoncé avec le comité de suivi, et deuxièmement, ce qui a été décidé à midi, un contrat de développement industriel pour la Lorraine. C'est probablement un détail qui vous a échappé dans la réponse du Premier ministre, mais je pense que pour les salariés, les habitants et les élus de la Lorraine, c'est bien la définition de cet objectif industriel pour la Lorraine qui est le plus important au débat de petits débats partisans. Merci. Madame Valérie Létard pour le groupe Union des démocrates et indépendants UC. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée en charge des personnes handicapées. Madame la ministre, le Sénat a choisi d'organiser aujourd'hui un colloque sur l'autisme en cette année de grande cause nationale. Je vous rappelle que la réalité de l'autisme et des troubles envahissants du développement touche 350 à 600 000 personnes, adultes et enfants dans notre pays, c'est-à-dire que c'est loin d'être anecdotique. C'est un sujet qui touche pratiquement autant de personnes que la question d'Alzheimer. Un taux de prévalence de 1 enfant sur 150 né atteint de ce handicap. Vous avez annoncé, Madame la Ministre, 3 axes de travail pour le 3e futur plan autisme, la recherche, le parcours de vie, la sensibilisation et la formation. Sur ces 3 axes, la nouvelle phase de concertation que vous avez engagée a généré en même temps des attentes mais aussi des inquiétudes des familles au travers de l'impatience que ces associations voient. Elles souhaiteraient être associées plus en amont de son élaboration, mais surtout aussi un démarrage rapide de ce nouveau plan. Madame la Ministre, le bilan du plan précédent existe. Le diagnostic a été posé sur la base des avancées, mais aussi de ses insuffisances. En matière de formation, par exemple, tout n'est pas qu'une question de moyens financiers. Il s'agit surtout, par exemple, de réorienter notre système de formation pour former prioritairement les professionnels qualifiés en intégrant les nouvelles méthodes attendues depuis longtemps par les familles. Ces méthodes étant absentes, les familles partent en Belgique. Pourquoi ? Pour avoir la prise en charge que nous devrions être en capacité d'apporter. Ce sujet n'est pas simple, mais il est attendu, il met les familles en détresse, il laisse des familles complètement à l'abandon face à un véritable sujet de société. Pour cela, il va falloir d'abord un portage politique fort au plus haut niveau, comme celui engagé pour le plan Alzheimer que je citais tout à l'heure, Madame la Ministre. Suite à la grande cause Alzheimer, c'est ce qui avait été fait. Donc, Madame la Ministre, pouvez-vous transmettre aujourd'hui notre requête au Président de la République? Requête partagée très largement par les défenseurs de cette cause et ses acteurs. Est-il prêt? Est-ce que Monsieur le Président de la République pourrait être prêt à lancer, à porter et à suivre, à son niveau, un plan autisme, tout comme le plan Alzheimer l'avait été par son prédécesseur, c'est-à-dire une fois tous les 3 mois, rendre compte devant l'Élysée simplement des avancées que tous les ministères doivent être en capacité de mettre en œuvre pour accompagner quelque chose qui touche à tous ses composants. Tous les ministères ont un sujet à traiter et à régler sur cette question de l'autisme, que l'on soit à l'éducation nationale, la recherche, que l'on soit effectivement dans les domaines de la santé ou du médico-social. Tous nous sommes concernés par cette question. Merci.
Madame Mariette Carlotti, ministre chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Valérie Létard, effectivement, nous en parlions ce matin ensemble dans un colloque ici même au Sénat. Le Sénat qui s'est très engagé sur cette question, sur la question du handicap d'une manière générale, sur cette question en particulier. Je remercie d'ailleurs cet hémicycle et les sénateurs et sénatrices d'être si portés par ces questions et si vraiment volontaristes. Nous en parlions donc, et l'autisme est un handicap qu'on a trop longtemps gardé sous silence. Nous devons mieux le faire connaître, mieux en parler, pour qu'il soit mieux accepté dans notre société. Madame Létard, je connais votre engagement en faveur des personnes avec autisme et auprès de leurs familles. L'année 2012 a vu l'autisme consacré grande cause nationale. L'année 2013 verra la mise en place du 3e plan autisme qui me revient effectivement de préparer au moment où je parle. Nous devons aborder sereinement les enjeux de la prise en charge des personnes avec autisme et laisser toute place à la concertation, en particulier avec les familles qui connaissent ce handicap de très près, qui en souffrent. Je suis venue le leur dire ce matin. La concertation, à la fois se baser sur les plans précédents qui ont apporté des choses, en tirer les conséquences, ce qui va pas, ce qui va bien, mais faire véritablement un vrai travail avec elles. Je me suis engagée tout à l'heure, ce matin, devant vous, auprès d'elle, pour que nous le fassions tous ensemble. Pour élaborer ce 3e plan autisme, j'ai réuni dès le mois de juillet le Comité national de l'autisme. J'ai demandé à la députée, Madame Martine Pinville, de piloter les groupes de travail chargés de préparer ce plan. Le Comité national travaille sur 3 axes, comme je l'ai dit, comme vous venez de le répéter. 1, la recherche. 2, la formation. 3, le développement d'une offre d'accompagnement pour les enfants, pour les adolescents, mais aussi pour les adultes, parce qu'on a un énorme manque dans ce domaine. Je veux, 1, renforcer la recherche dans le champ épidémiologique, le champ clinique et dans le champ social, car nous ne connaissons toujours pas la population réellement touchée par les troubles autistes. Nous ignorons pourquoi la prévalence augmente au moment où nous parlons. Vous citiez le nombre d'enfants atteints par ce trouble. Nous avons besoin d'évaluer les bénéfices procurés par les différentes méthodes et nous le ferons sans exclusive et dans la pacification du débat. Nous devons former les professionnels, vous le disiez, à une meilleure prise en charge de l'autisme. C'est mon 2e axe. Mais nous devons également, toujours dans cet axe-là, diffuser les connaissances que nous avons sur l'autisme à l'ensemble de la population pour faire une société plus accueillante et plus tolérante, celle que nous voulons construire. Et je veux enfin, dans un 3e axe de ce plan, que ce soit l'occasion d'améliorer la continuité des parcours. Les ruptures pour les autistes sont terriblement pénalisantes. L'offre de soins devra être développée, devra être coordonnée, afin de mieux répondre aux besoins des personnes prises en charge. Le détail du plan sera annoncé par le gouvernement dès 2013, dès le début, après donc toutes les consultations d'usage et en particulier du Comité national de l'autisme. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault est à l'écoute de tous ceux qui sont les parents, les familles, les associations, les médecins et qui vivent l'autisme au quotidien. Nous nous appuierons sur leur expertise pour dessiner les solutions de demain et nous permettrons ainsi aux enfants et aux adultes de retrouver un peu le sourire. Quant à la façon dont ça sera porté, sachez que ça sera porté par le Premier ministre dans un comité interministériel du handicap dans lequel l'autisme aura toute sa place, car en effet, ça concerne l'ensemble des ministres de notre gouvernement. Merci. La parole est à Monsieur Maurice Antiste pour le groupe socialiste et apparenté. Ma question s'adresse au ministre chargé de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Elle porte sur la problématique des études en alternance qui s'avère de plus en plus difficile pour les jeunes souhaitant poursuivre leur cursus, mais qui se retrouvent contraints par la force des choses d'y renoncer. En effet, le problème du chômage des jeunes est très présent en Europe, comme l'a rappelé la Commission européenne en septembre dernier, à l'occasion de la publication d'un rapport sur la jeunesse, relevant que ce chômage les expose à un risque de pauvreté et d'exclusion sociale. En France, 3 ans après leur sortie du système scolaire, 40% des jeunes sans diplôme sont au chômage, contre 9% pour les jeunes diplômés du supérieur. Je sais, Monsieur le ministre, que le gouvernement a pris en compte cette donnée préoccupante puisque vous tentez de mettre en place une véritable politique en faveur de l'emploi des jeunes, au travers notamment du développement des formations en alternance. C'est ainsi que le Premier ministre, dans son allocution portant sur le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, a donné comme objectif de porter à 500 000 le nombre d'apprentis à l'horizon 2017. Je me félicite de cette politique ambitieuse
qui démontrent que l'alternance constitue un outil indispensable et intéressant pour l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle en leur permettant de poursuivre une formation qualifiante, ce qui constitue dès lors un véritable passeport pour l'emploi. En France, l'alternance permet au final, dans 8 cas sur 10, d'obtenir un emploi pérenne et l'apprentissage augmente en moyenne de 7 points les chances d'un jeune d'être en emploi. Malgré ce constat, les entreprises françaises sont peu disposées à miser sur des jeunes non qualifiés et à leur proposer des parcours de professionnalisation, alors même qu'il y a en France un véritable potentiel de développement de l'apprentissage que les secteurs publics comme privés pourraient mieux exploiter. En Martinique et plus généralement aux Antilles-Guyane, il faut savoir que 62% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. Parmi ceux-ci se trouve un grand nombre de jeunes bacheliers qui veulent continuer leurs études en alternance, mais qui sont contraints d'y renoncer, faute d'une volonté des entreprises de les accueillir. Et eu égard à la situation économique et au marché de l'emploi très difficile, un jeune dans cette situation devient par la force des choses un nouveau chômeur. C'est pourquoi je souhaite savoir, Monsieur le ministre, quelles mesures peut prendre le gouvernement pour inciter les entreprises à accueillir beaucoup plus et plus facilement les jeunes demandeurs qui veulent suivre une formation en alternance et qui, ces jours-ci, période limite d'inscription, sont proches du désespoir ainsi que leurs parents. Merci, Monsieur Thierry Repentin, ministre chargé de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Antis, Mesdames et Messieurs les sénateurs, 48 heures après un débat qui s'est tenu dans ce même hémicycle sur l'emploi, la formation et l'insertion professionnelle des jeunes, je vous remercie de me donner la possibilité de dire quelles sont les actions mises en place par le gouvernement pour favoriser effectivement les jeunes vers l'emploi. Sans tirer de conclusions définitives, puisque nous ne sommes qu'au début du mois de novembre et qu'il y a encore le mois de décembre, ce que je peux vous indiquer, c'est que la baisse des contrats en alternance qui nous était indiquée en début d'année prochaine ne sera pas au rendez-vous. En effet, au mois d'octobre 2012, après les 10 premiers mois, nous sommes sur une croissance du nombre de contrats d'apprentissage en France de 8% d'augmentation, même si dans le département de la Martinique, effectivement, nous avons à connaître une baisse. Mais le département de la Martinique, au contraire, est beaucoup plus dynamique sur les contrats en alternance au-delà des contrats d'apprentissage. Ce résultat global au niveau de la nation, favorable, il faut le dire, il est remarquable. Dans une situation de crise économique, les TPE, les petites entreprises, mais également les moyennes entreprises montrent, en prenant plus d'apprentis dans leurs effectifs, qu'ils ont confiance, ils ont de l'espoir dans l'avenir et nous allons conforter par un certain nombre de dispositions l'apprentissage et le fait de prendre effectivement des jeunes dans l'entreprise. Ceci étant, Monsieur le sénateur, je comprends votre inquiétude, elle est légitime, car de nombreux jeunes ne trouvent pas suffisamment de place dans les entreprises, alors même que des métiers sont en tension. Vous le savez, le gouvernement s'est fixé l'objectif de passer de 400 000 à 500 000 apprentis d'ici la fin de ce quinquennat. Au vu des objectifs d'aujourd'hui, cet objectif est crédible. Nous développerons donc l'apprentissage dans 3 directions. Dans les secteurs où il est peu utilisé, je veux citer l'économie sociale, les secteurs des collectivités locales, de la fonction publique et certaines branches professionnelles, mais également faire évoluer les différentes aides allouées aux entreprises pour favoriser les contrats d'apprentissage et accompagner les jeunes, car vous avez raison, certains jeunes issus de territoires défavorisés n'accèdent pas spontanément à l'apprentissage. Ces mesures se rajouteront effectivement aux 150 000 emplois d'avenir que je signe partout sur le territoire national, mais également les contrats de génération que vous aurez à voter au printemps prochain. Ce sont là des exemples très concrets de la volonté de ce gouvernement de faire de la jeunesse et de l'emploi sa première priorité, aidé par cela, par la majorité parlementaire. Merci. La parole est à Monsieur Alain Dufaux pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement. Madame la ministre, dans un entretien aux Parisiens lundi, vous avez en quelque sorte stigmatisé l'Église catholique en évoquant la réquisition de locaux quasi vides leur appartenant afin d'abriter les SDF.
Mais heureusement, la querelle des inventaires est loin. Et personne ne demandera l'ouverture des tabernacles comme une circulaire de 1906 le fit imprudemment après le vote de la loi de séparation, des Églises et de l'État. Mal vous en a pris, si j'ose dire, au vu des réactions que vos propos ont soulevées de toutes parts, et je dis bien de toutes parts, vouloir faire accréditer que, dans ce domaine-là, les Églises, puisque toutes se sentent concernées, n'en faisaient pas assez, relève de la politique politicienne et ne saurait avoir cours sur le sujet. Cela vous a été reproché. Vous vous trompez d'adresse, Madame la Ministre. Vouloir faire de la politique de cette manière, envers et contre tous, quand il s'agit de solidarité, de générosité, de bénévolat, n'est pas convenable, Madame. Le peuple français tout entier est solidaire de ces populations en grande difficulté, il le montre bien. Et mettre en doute la mobilisation depuis toujours de l'Église et de ces dizaines de milliers de bénévoles envers les plus démunis, plus spécialement depuis l'abbé Pierre dans l'époque moderne, pour les loger, les entourer, s'occuper d'eux, c'est avoir recours à la manipulation, celle du bouc émissaire qui, comme le dit la définition, permet au groupe de se laver symboliquement de toutes ses fautes. Une manière de ne pas se poser les bonnes questions, de ne pas rechercher où sont les responsables, les vrais responsables. Car ils existent bien, les vrais responsables. Ne faudrait-il pas avant tout vous pencher sur les surfaces disponibles dans les grandes entreprises, les banques, les compagnies d'assurance, les administrations, l'État donc. Ceux qui sont sur le terrain savent bien aussi que ce dernier, l'État, ne finance plus les institutions dédiées à un niveau suffisant. Et vous êtes bien placé à Paris même pour faire libérer des logements sociaux ou de fonctions qu'occupent des personnes qui ne devraient pas les avoir. Alors, concrètement, Madame la Ministre, qu'avez-vous fait pour anticiper tout cela? Il est temps aujourd'hui de le dire à la représentation nationale. Merci. Monsieur François Lamy, ministre chargé de la Ville. Merci, Monsieur le Président. D'abord, Monsieur le Sénateur, je vous prie d'excuser à Cécile Duflot qui est retenue à un colloque important puisqu'il s'agit d'un colloque qui commémore le 30e anniversaire de la loi Quillot, une loi importante pour le logement social dans notre pays. La ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement l'a rappelé mardi à l'Assemblée nationale. Monsieur le Sénateur, il n'y a qu'une seule question qui vaille. Comment s'attaque-t-on et quelle réponse apporte-t-on à la crise, aux crises du logement? C'est la seule question qui vaille. Il y a aujourd'hui 1500 demandes par jour pour lesquelles on ne trouve pas de solution en matière de logement d'urgence. Les services du 115 sont saturés dans plusieurs régions comme l'Île-de-France et le Rhône. Il y a 47 000 familles qui sont reconnues prioritaires au titre de la loi sur le droit au logement et qui sont en attente d'un logement pour tout simplement pouvoir vivre dignement. Mais vous, malheureusement, vous préférez plutôt que de nous aider à trouver des réponses à ces questions majeures, vous préférez provoquer, alimenter honnêtement une polémique qui est plutôt stérile et indigne. Monsieur le Sénateur, maintenant, sortez de ces polémiques et soyons clairs. Il nous faut un choc de solidarité pour être à la hauteur de ces enjeux. Il en va de notre responsabilité collective. Le Premier ministre l'a rappelé le 1er novembre dernier, nous devons trouver une réponse à celles et ceux qui se trouvent aujourd'hui dans la rue, alors que dans le même temps, des bâtiments vides existent dans le patrimoine de nombreuses personnes morales. C'est le sens de l'appel qui a été adressé à tous les propriétaires, à toutes les personnes morales, et à commencer par l'État, pour mettre à disposition son patrimoine vide, pour l'utiliser comme lieu d'hébergement. Et pas plus tard qu'hier, Cécile Duflot s'est rendue avec Guillaume Pépi dans un ancien foyer de cheminots à Ivry, que la SNCF a mis à disposition de l'État cet hiver pour accueillir des personnes sans domicile fixe. C'est là un signe encourageant. Vous le voyez, l'appel de Madame la Ministre a produit ses premiers résultats. S'ils ne sont pas suffisants, alors nous en viendrons bien entendu aux réquisitions sur la base de l'inventaire qui a été réalisé par le préfet de la région Île-de-France, qui a recensé une soixantaine de bâtiments appartenant depuis plus de 2 ans et qui sont vacants à des personnes morales.
Sachez, monsieur le sénateur, que la réquisition est une solution d'urgence, mais nous ne nous limitons pas et nous ne limiterons pas notre action à ces mesures, loin s'en faut. L'objectif du gouvernement, c'est de tenir l'engagement du président de la République, celui de construire 150 000 logements sociaux par an. C'est l'ambition du gouvernement qui saura faire preuve du volontarisme nécessaire pour parvenir à apporter une réponse concrète à la crise du logement. Madame Karine Claireau, pour le groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. Le président Fimelin, président de France Télévisions, a adressé à la Direction générale de Outre-mer Première France Ô des directives mentionnant un programme d'économie drastique à effectuer par l'Outre-mer. France Ô deviendrait la chaîne dédiée des enfants pendant la journée et serait la chaîne vitrine des Outre-mer la nuit. Les 8 stations régionales d'outre-mer verraient leur outil de production disparaître totalement. Les JTR, journaux télévisés régionaux, seraient diffusés en décrochage sur les programmes de France 3. La direction envisage de fermer complètement dans un premier temps 2 stations, Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon. Du fait de la mise en place du décrochage et de la fin des télépays, le siège de Malakoff perdrait la direction des programmes des Outre-mer Premières. Il perdrait aussi, puisque sa fermeture est envisagée, l'agence d'images et de sujets de France Télévisions, la ITV, qui est une filiale du réseau Outre-mer Première, ce qui est totalement contradictoire avec le travail initié par l'INA. Ce plan d'économie signifie tout simplement la fin de l'audiovisuel public d'outre-mer, qui sera réduit à sa plus simple expression. Plus aucune collectivité n'aurait d'émissions d'actualité ni d'autres productions locales. Cette hypothèse, vous en conviendrez, n'est pas envisageable. Cela signifierait aussi nombre d'emplois supprimés dans nos collectivités, alors que les agents participent largement à l'économie des DOMCOM. L'État, je l'espère, ne saurait se laisser imposer ce genre de décision aussi discriminatoire qu'injustifiée par le président de France Télévisions au niveau de la gestion des collectivités d'outre-mer. La fermeture des stations serait un acte ignorant la réalité sociale et économique de l'outre-mer français. Cette décision inadmissible éteindrait la voix des Outre-mer et nierait l'existence, mais aussi l'intérêt, de par leur richesse, des cultures ultramarines. Ce serait de plus éteindre la voix de la France sur toute la surface du globe. Madame la ministre, sachant qu'il ne saurait y avoir de différence de traitement entre les 8 stations, le gouvernement laissera-t-il s'éteindre la voix des Outre-mer à l'heure même où les collectivités ultramarines sont mises en avant parce qu'elles participent à la richesse et au rayonnement de la France dans le monde? Merci Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. Merci Monsieur le Président, Madame la sénatrice Karine Claireau. Vous le savez, le groupe France Télévisions doit prendre toute sa part à l'effort de redressement des finances publiques que le gouvernement a initié. Et donc, nous travaillons avec le président du groupe France Télévisions à un avenant au contrat d'objectifs et de moyens qui va donc permettre de redéfinir un certain nombre de périmètres, de chercher des économies et de rendre plus efficace l'action des programmes sur les chaînes du service public. Néanmoins, cet avenant au COM est négocié et travaillé avec la tutelle de la direction de France Télévisions. Et donc, les propos, les craintes que vous avez exprimées ici, je peux vous le dire, concernant les Outre-mer Premières, ne sont pas fondées. En effet, nous sommes extrêmement satisfaits du développement des chaînes des Outre-mer Premières, les 9 Outre-mer Premières qui existent maintenant depuis 2 ans, qui ont eu à faire face à un contexte difficile, puisqu'avec la diffusion numérique terrestre, eh bien, les chaînes du service public national de France Télévisions, qui auparavant étaient diffusées sur les Outre-mer Premières, maintenant sont accessibles directement. Donc il a fallu reconfigurer, repenser les programmes des Outre-mer Premières. Cela s'est fait depuis 2 ans et cela s'est plutôt bien fait. Le public est au rendez-vous. Les missions de service public aussi sont au rendez-vous. Et donc il n'est pas question pour le gouvernement de remettre en cause le fonctionnement des Outre-mer Premières. D'autre part, je profite de cette question pour vous dire que c'est la représentation même des Outre-mer
sur les chaînes du service public, et y compris dans l'Hexagone, qui doit être renforcée. Et donc j'ai demandé au président de France Télévisions de réfléchir à une meilleure représentation et une meilleure présence des Outre-mer sur les chaînes qui sont diffusées dans l'Hexagone. À l'occasion de l'année des Outre-mer, d'ailleurs, un effort avait été fait et je crois que tout le monde en avait été extrêmement satisfait. Tout le monde avait vu à quel point cette richesse de nos Outre-mer était attendue par l'ensemble de nos concitoyens et partout sur nos territoires, à quel point la représentation des Outre-mer est non seulement évidemment tout à fait naturelle, mais aussi une source d'enrichissement, une source de diversité dans l'ensemble des programmes des chaînes du groupe France Télévisions. Donc, Madame la sénatrice, je veux vous rassurer, malgré les efforts budgétaires nécessaires, la fonction, la vocation des Outre-mer premières ne sera pas remise en cause et l'Outre-mer reste bien une priorité pour le gouvernement, y compris sur les services publics. Merci. Madame Sophie Primas pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur François Lamy, ministre délégué chargé de la Ville. Monsieur le ministre, le 2 septembre dernier, il a été confié à Monsieur Pascal Ozannet une mission visant à fixer les priorités concernant les équipements de transport du Grand Paris. La présentation du rapport a été différée et le gouvernement fait preuve d'un étonnant mutisme à ce sujet. Même si parfois, vous me permettrez cette réflexion, l'attente suscite le désir, il génère en l'occurrence une véritable angoisse partagée par de nombreux élus locaux, quelle que soit leur tendance politique. Ce sentiment est naturellement alimenté par le choix de votre gouvernement de renoncer à inscrire dans la loi de programmation budgétaire le milliard d'euros nécessaire à la poursuite de ce projet, par la suppression du commissariat général pour le développement de la vallée de la Seine, présidé par M. Antoine Rufenacht, par le gel des grands travaux engagés, je citerai le canal Seine-Nord ou le port d'Achères, et par de nombreux questionnements sur l'avenir des lignes de métro et RER du Grand Paris des transports. Aussi, mon interrogation portera-t-elle particulièrement sur l'une de ces infrastructures, le RER E, dit EOL, et son prolongement à l'ouest jusqu'à Mantes-la-Jolie, que certaines hypothèses remettraient en cause. Une telle décision, Monsieur le ministre, serait dramatique, et je pèse mes mots, pour le développement du territoire Seine-Aval, décrété opération d'intérêt national. Tous les élus de ce territoire se sont engagés avec volontarisme dans la construction de logements, 2500 par an. Ils ne pourront pas défendre ces projets d'urbanisation si l'État ne tient pas ses engagements et si le projet de RER est abandonné. Or, ce territoire industriel est particulièrement touché par les difficultés des constructeurs automobiles Renault et Peugeot et de l'ensemble des sous-traitants. Il connaît une vive accélération des pertes d'emplois et une dégradation très forte et continue des conditions de transport, véritable frein à l'implantation de nouvelles entreprises. Pourtant, paradoxalement, ces entreprises contribuent largement au financement du Grand Paris par la taxe spéciale d'équipement et la taxe sur les bureaux qui grèvent leur compétitivité et en contrepartie ne leur apportent pas d'attractivité. Dans un tel contexte, Monsieur le ministre, ma question est simple. Pouvez-vous nous confirmer votre engagement en faveur du prolongement du RER E EOL, qui, vous l'aurez compris, conditionne la construction de plusieurs milliers de logements par an? Et en particulier, pouvez-vous nous assurer que la phase 1 du projet sera prioritairement la ligne Mantes-la-Jolie-La Défense, promesse historique d'État? Cette décision rejoindrait vos propres objectifs en matière de logement et permettrait d'améliorer l'attractivité industrielle et économique de ce territoire du nord des Yvelines qui en a un besoin vital. Merci. Merci, Monsieur François Lamy, ministre chargé de la Ville. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, comme vous l'avez rappelé, le gouvernement a nommé Pascal Ozannet pour faire une mission sur le Grand Paris et sur des options de séquencement de l'ensemble de ce projet qui, je vous rappelle, est un projet qui tient à cœur de ce gouvernement, mais qui souhaite qu'il soit mené à bien. Monsieur Ozannet va rendre ses conclusions dans quelques jours, donc vous n'avez plus que quelques jours pour que, je l'espère, vos désirs soient exaucés. En ce qui concerne le projet EOL, qui consiste effectivement à prolonger le RER E à l'ouest entre Paris et sa banlieue ouest, c'est un projet structurant et important. Il participe des enjeux du transport quotidien pour les Franciliens et les Parisiens. Outre son intérêt en termes de report modal, il permettra une meilleure desserte des territoires, participera à leur développement économique.
Il est par ailleurs un des éléments clés de la désaturation de la ligne A du RER qui assure aujourd'hui la plupart des trajets quotidiens entre l'Est et l'Ouest de la région parisienne. Ce projet ambitieux a été amené à évoluer dans le temps et surtout dans son évaluation puisque lors du débat public en 2010, le coût du projet avait été estimé entre 2,2 et 2,8 milliards d'euros. Et en 2012, l'enquête publique a été menée sur la base d'études plus précises. Un nouveau chiffrage a été établi à hauteur de 3,7 milliards d'euros. Vous connaissez les priorités du gouvernement en termes de déplacement, amélioration des conditions de transport quotidien, réduction de la fracture territoriale et rénovation des réseaux existants. Soyez donc assurée, Madame la sénatrice, que le gouvernement soutient fortement ce projet, qu'il fait partie du plan de mobilisation de la région Île-de-France et que ses premiers financements sont d'ailleurs prévus dans la convention spécifique signée avec le Conseil régional. En lien avec le STIF et la région, le gouvernement fera donc ses meilleurs efforts pour que ce projet, malgré son coût, soit mené à bien, car il est un des éléments clés de l'amélioration des transports du quotidien en région Île-de-France. La parole est à Monsieur Jean-François Husson pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le ministre, certaines communes rurales du Grand Est rencontrent des difficultés dans la mise en œuvre de leurs projets d'installation photovoltaïque. Dans un contexte de transition énergétique, les pouvoirs publics, au premier rang desquels l'État, n'ont cessé d'œuvrer pour la promotion de cette technologie en y voyant une réponse pertinente au problème de la production d'électricité, s'inscrivant dans une démarche de développement durable. Les collectivités territoriales, faut-il le rappeler, ont un rôle majeur à jouer dans la maîtrise de l'énergie ainsi que dans la promotion des énergies renouvelables. En effet, cette filière permet à la fois de développer une politique territoriale de production d'énergie propre en apportant une valorisation environnementale et en mobilisant les acteurs locaux, entraînant ainsi de nouvelles dynamiques de développement pour les territoires ruraux. Ces projets constituent de véritables investissements d'avenir. Et pour illustrer concrètement, je prendrai le cas de Badonvillers, en Meurthe-et-Moselle, où la communauté de communes s'est fortement mobilisée. En effet, l'économie de ce bassin a été profondément marquée par une activité industrielle, verrerie, faïencerie, textile, et les pouvoirs publics ont été unanimes pour encourager et accompagner la reconversion de ce territoire et plus particulièrement pour ces friches industrielles. Cette commune a donc entrepris la requalification du site désaffecté des faïenceries pour l'orienter vers une utilisation à vocation d'activités économiques. Par un portage de l'établissement public foncier de Lorraine, un site de 14 hectares a ainsi pu être réhabilité. Il a fait l'objet d'une rétrocession et la communauté de communes a choisi d'implanter une centrale photovoltaïque sur une partie de ce terrain. La commission de régulation de l'énergie, réunie au mois de juin, devait, après analyse, statuer sur ce projet, proposant une utilisation moderne, exemplaire et durable de friches industrielles. Malheureusement, les résultats de l'instruction du dossier mené par la CRE ont exclusivement privilégié les projets situés au sud de la France, écartant par là même tous les projets situés dans la partie nord de notre hexagone. Si le taux d'ensoleillement est un critère à prendre en considération, il ne me semble pas équitable qu'il soit un critère exclusif. La validation de ces projets ne doit pas reposer sur la seule valeur de rachat ou sur le seul coût fixe en euros du kilowattheure produit. Il doit être au regard d'un niveau plus global, intégrant notamment la création d'emplois et la confortation de l'attractivité territoriale. Une attention particulière et un soutien renforcé doivent être apportés par l'État lorsque ces projets se situent en zone de revitalisation rurale, ce qui est le cas pour Badonvillers. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, je vous demande de bien vouloir m'indiquer quelles mesures seront mises en œuvre pour permettre aux territoires ruraux de s'inscrire véritablement à la fois dans une dynamique de transition énergétique, que vous appelez de vos vœux comme nous, et dans le cadre d'une reconversion industrielle. Je souhaite également connaître la place que vous entendez donner à ces mêmes territoires qui souffrent objectivement d'une rupture d'égalité, alors même que le ministère dont Madame Duflot a la charge porte explicitement le principe d'égalité des territoires dans son intitulé. Le défi consiste aujourd'hui à passer de la parole aux actes.
Merci, Monsieur Alain Vidalis, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-François Husson, je vous prie de bien vouloir excuser la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, Delphine Batho, qui représente actuellement la France à la 18e conférence sur le changement climatique à Doha. Le précédent gouvernement, je le rappelle, est revenu en catastrophe sur les tarifs d'achat de l'électricité solaire. Le résultat, c'est la destruction de 10 000 emplois dans notre pays, dans le secteur photovoltaïque, en 2 ans. La politique du gouvernement, c'est le développement massif des énergies renouvelables dans le cadre de la transition énergétique, c'est la création d'emplois dans nos territoires. Des mesures d'urgence pour la filière ont été annoncées par le Président de la République lors de la conférence environnementale dans l'attente du cadre tarifaire stable attendu par les professionnels qui sortira du débat national sur la transition énergétique que vient de lancer Delphine Batho la semaine dernière. Le gouvernement a ainsi pris un certain nombre de mesures pour redonner un souffle à la filière photovoltaïque tout en maîtrisant leurs coûts, en privilégiant la qualité et l'innovation et en s'assurant que son développement bénéficie le plus possible au tissu industriel et économique français et européen. Le prochain appel d'offres pour les grandes installations, qui sera très prochainement lancé, répondra à ces objectifs. Il privilégiera aussi les installations sur grande toiture pour éviter la consommation d'espaces agricoles. Pour les petites installations, plusieurs mesures d'urgence sont proposées, dont notamment une bonification pour les équipements produits en Europe. Ces mesures d'urgence visent à sécuriser l'activité des entreprises qui créent de la valeur ajoutée dans nos territoires en cohérence avec le patriotisme écologique que nous souhaitons promouvoir. Comme vous le savez, Monsieur le Sénateur, l'appel d'offres pour les grandes installations dont Delphine Batho a annoncé les résultats en juillet dernier ne prévoyait pas de critères géographiques susceptibles d'encourager le développement de projets photovoltaïques dans les zones moins ensoleillées comme la Lorraine. Néanmoins, cet appel d'offres a globalement tenu ses promesses en termes de soutien à l'innovation et de création de filières industrielles françaises compétitives. Parmi les 5 fabricants de modules photovoltaïques ayant remporté les volumes les plus importants, 4 produisent en France. Mais le gouvernement vous entend et vous rejoint sur la nécessité de favoriser la création de valeur ajoutée locale et l'utilisation de terrains en reconversion pour les centrales solaires au sol. Madame la ministre Delphine Batho s'engage à examiner leur prise en compte pour la définition des conditions pour le prochain appel d'offres. Merci, mes chers collègues. Nous en avons fini avec les questions d'actualité au gouvernement. Voilà pour cette séance des questions d'actualité au gouvernement que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne. On se retrouve tout de suite pour refaire la séance avec nos invités.